Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jeannette Bograb. Bonsoir Jeannette. Bonsoir. Essayiste. Nous sommes aussi avec Isabelle Saporta, éditrice. Bonsoir Isabelle. Et nous sommes avec François Pupponi. Bonsoir. Bonsoir. Député territoire de progrès. De progrès, voilà, du Val d'Oise. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. On va évoquer l'actualité politique. Il y a eu un grand oral, un certain nombre de candidats de droite répondaient aux questions des policiers. Et alors, un certain nombre de candidats de gauche répondaient aux questions de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. La ligne, évidemment, de départage des eaux est très très claire. Mais ça ne veut pas dire que la gauche ne s'intéresse pas aux questions d'autorité. Et j'imagine que la droite ne s'intéresse pas aux questions sociales. Avant cela, on va juste écouter Emmanuel Macron. Il est en train de s'exprimer en ce moment même depuis Tourcoing à propos de l'Union européenne et des questions migratoires. Vous savez qu'il assume la présidence du Conseil de l'Union européenne. Écoutez ce qu'il dit à propos de Schengen et des équilibres à l'intérieur de l'espace Schengen. Schengen est un acquis européen et il a permis de consolider cette Europe à laquelle nous tenons, qui est tout à la fois une Europe de la libre circulation des personnes, en toute sécurité, en même temps une Europe qui protège ses frontières extérieures. Schengen a été conçu à une époque très différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Avant la reprise du terrorisme sur le sol européen et avant la reprise très forte d'une immigration suite à la crise libyenne, aux crises successives depuis 2015, puis ces derniers mois, nous l'avons vu, avant une transformation qui est en cours, celle qui fait de l'immigration, au fond, une forme d'arme hybride de puissances qui veulent nous déstabiliser. Pour toutes ces raisons, nous devons repenser les équilibres de Schengen. François Pupponi, bien sûr qu'il faut repenser les équilibres de Schengen. Ça ne va pas être simple. Il faut que les 27 soient d'accord. Il y a une grande différence entre les pays d'accueil, les pays de transit, les pays de Visegrad. Comment arriver à cette unanimité des 27 ? L'unanimité, elle commence à arriver, parce qu'on voit bien que la situation devient insupportable pour les Européens, et donc il faut trouver une solution, à la fois pour, à l'intérieur de Schengen, permettre la libre circulation, ce qui est le cas aujourd'hui, mais aux frontières, de réguler l'arrivée de certaines populations. Parce qu'on ne peut plus... Après, il y a une autre solution, mais le président le disait un peu, c'est de dire qu'il faut assumer l'immigration. Et donc il faut l'organiser, la structurer, et ne pas continuer à ce qui se passe aujourd'hui, des gens qui rentrent un peu partout, qui ensuite rentrent dans l'espace européen et que plus personne ne gère. C'est cette situation d'incapacité à gérer le flux qui est aujourd'hui insupportable pour les gens. Donc, soit on dit on ferme, ce qui est quasiment impossible, et on sait que c'est quasiment impossible, soit l'Europe reste un lieu d'accueil, mais en organisant les choses, en accueillant les populations dignement et en faisant en sorte que les choses se passent mieux et qu'une fois que ces populations sont accueillies sur le sol européen, elles soient suivies, qu'on leur donne le droit de travailler, etc. Si on ne fait pas ça, on va à la catastrophe et tout le monde le sait. Jeannette Bograb. Dans ces premiers mots, en fait, du président de la République, il y a un constat qui est juste, mais il n'y a aucune solution qui est proposée. La difficulté dans l'espace Schengen, et on l'a vu, c'est que parfois certains États acceptent, comme on l'a vu avec l'Allemagne, Angela Merkel, quand elle a accueilli des dizaines de milliers de Syriens, elle n'a pas demandé l'avis de ses voisins pour savoir éventuellement s'ils étaient d'accord ou pas. Donc il y a toujours, une fois que vous rentrez dans l'espace Schengen, vous pouvez circuler. Et quand on a des États comme l'Allemagne, qui est une puissance et qui décide quasiment d'accueillir 1 million de personnes, ça a forcément un impact. Comment vous faites pour, en gros, voilà, ils ont un pouvoir discrétionnaire de décider s'ils veulent ou pas accueillir des gens. Et une fois qu'ils ont fait ça, ça déséquilibre le système et ça fait des appels d'air. Donc c'est très bien de faire un conseil des ministres de Schengen, un nouveau bidule, un machin. Ça, il n'empêche que dans souveraineté, certains États accepteront, pour des raisons qui peuvent être tout à fait légitimes, d'accueillir des personnes alors que les autres pays ne seront peut-être pas d'accord. On est d'accord. Isabelle Saporta, il en a fait une des priorités de cette mandature à la tête de l'Union européenne, le président Macron. Enfin, on peut dire beaucoup de choses sur le président Macron, mais il est très fort. Il est très intelligent, et il est incroyablement intelligent. Et il a effectivement très bien compris comment être au centre du jeu. Donc il n'est toujours pas candidat à la présidentielle, on est d'accord, mais il est hyper candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, il s'est choisi, en fait, comme sparring partner, plutôt l'aile très à droite, pour ne pas dire l'aile zémouriste. Et effectivement, il a compris qu'au fond, il fallait aussi qu'il apporte, lui, normalement, lui le mondialiste, lui l'européiste, lui l'homme qui était pour l'ouverture, il est en train de changer entièrement de discours. Enfin, le Macron de 2017 sur l'immigration et celui de 2022 n'ont plus rien à voir. C'est indéniable. C'est indéniable. Là, il vient de dire, au fond, que c'est quasiment une arme contre nous, l'immigration. Enfin, une arme hybride. Voilà. Donc, on
on n'a jamais entendu Macron, lui qui était pour l'ouverture totale, dire, j'ai ma fille qui m'a mis des petits trucs qui clignotent, pardonnez-moi, sur mon portable, dire en fait... Ça ne gêne pas les auditeurs. Oui, non, mais voilà. Et donc dire qu'il est pour aujourd'hui quasiment, enfin en tout cas, une politique beaucoup plus répressive. On voit bien que, on y viendra après certainement avec les policiers, que sur la sécurité c'est pareil. Donc il est en train de mener une campagne très habile à droite. Après... Dans le même temps, ça, de toute façon, ça c'est sa force, faut dire les choses. Après, il a raison. C'est-à-dire, profitons de il a tout à fait raison, de cette présidence européenne pour faire en sorte que cette question qui ne pourra être gérée que au niveau européen le soit enfin. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et Jeannette Bougramme, moi je suis comme vous, j'ai trouvé que le geste de Merkel était incroyable. Sauf qu'il faut quand même aussi, alors pardonnez-moi, je vais être un peu politiquement incorrect, rappeler que on n'a pas la même, la même courbe de natalité en Allemagne qu'en France. Il n'y a pas le même vieillissement qu'en Allemagne qu'en France. Donc, on fait de l'Allemagne. Ça commence à s'infléchir. En France. C'est vrai, mais enfin on a fait de l'Allemagne des gens très vertueux, ils avaient aussi beaucoup plus besoin entre guillemets d'immigration que nous. Donc si vous voulez, faut quand même le rappeler à chaque fois au fond, parce que c'est la vérité aussi. Oui, mais ils assument. Enfin, ils assument. Ils se donnent les moyens d'une politique d'intégration, ils imposent la langue. Là, ça, vous avez raison. Ça, là, on n'a jamais été capable de le faire. Ils donnent des cours de langue, on n'a jamais été capable de le faire. Mais parce que sur la question de l'intégration, on a même un problème, parce que pendant des années, on estimait qu'exiger des personnes de comprendre la langue, de parler le français, était une atteinte à leur culture d'origine. Ils n'ont pas compris, et je suis d'origine étrangère, que parler le français est une liberté. C'est un moyen de pouvoir accéder aux droits, c'est permettre à des femmes de sortir des foyers. Et donc pendant très longtemps, la France préférait laisser cantonner des gens dans des quartiers, en les laissant dans leur culture d'origine, et surtout pas leur donner la possibilité d'être des citoyens à part entière. Est-ce que vous croyez que ça, c'est pas un tout petit peu une explication a posteriori et très cynique, parce que ça a toujours été ça en France. Dès qu'on merde sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'intégrer, qu'on n'est pas capable d'instaurer de la méritocratie, a posteriori on dit c'est parce qu'on ne voulait pas toucher à leur culture d'origine. Je pense que on est juste nuls, les choses, et qu'on n'est pas capable de le faire. On n'a pas voulu assumer une vraie politique d'immigration. Oui, mais sur la langue française, sur l'apprentissage de la langue française, on a mis en place des cours qui sont mal suivis, pas bien foutus. En fait, c'est toujours ça aussi, la France. C'est là-bas comme je te pousse. Aujourd'hui, quand une famille arrive en France, y compris dans l'immigration légale, on prend les enfants, on les met dans une classe qui existe, débrouille-toi. Oui, on fait rien. Et les parents, rien. Ouais. Alors, il y a des cours de français qui peuvent être donnés par des associations. Avant, elles étaient données dans les associations dans les quartiers. Et puis après, on est passé aux appels d'offres. Et donc, c'est des associations qui répondent aux appels d'offres, des grosses structures qui sont à 40 km sans transport en commun. Donc, ça marche pas. Et donc, en fait, les parents n'apprennent pas le français et les enfants, on les jette au milieu des autres en disant débrouillez-vous. Bon. Oui, donc vous êtes assez d'accord avec moi sur le fait que c'est politique d'intégration et d'accueil. Donc il y en a pas. Donc après on peut dire qu'en fait on veut pas, on veut ménager. Il n'y en a pas parce qu'on veut continuer dans cette situation-là en disant après tout, on est nuls. Qui se débrouille. Mais comme on est les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents, qui se débrouillent et ça marchera bien. Sauf que ça marche pas bien. Ça marche pas depuis des années. Mais moi je parle en connaissance de cause parce qu'il y a quelques années on avait mis en place le contrat d'accueil et d'intégration. Moi, mes parents savaient pas lire écrire. Il y avait aucune structure pour leur apprendre. Ils étaient demandeurs. Et quand on subventionne certaines associations dans les quartiers, on le voit bien aujourd'hui, c'est médiatisé. C'est quand même du communautarisme. C'est des gens qui font du clientélisme. C'est l'entre-soi quand c'est pas du religieux. Et on le voit bien en ce moment avec un procès qui est tenu et des poursuites qui sont menées contre certains maires. Donc, ne dites pas, il y a de l'argent quand même, mais on l'oriente en disant il faut que ce soit dans des structures qui sont plutôt à connotation religieuse, faut que ce soit faire du sport aussi c'est très important, mais apprendre à lire et à écrire, c'est jamais été la priorité. On fait une petite pause, on continuera à parler d'Emmanuel Macron. Il a évoqué la crise ukrainienne, il a dit qu'il allait parler ce soir au président américain Biden et il n'exclut pas de se rendre lui-même en Russie. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jeannette Bougramme, Isabelle Saporta et le député François Pupponi. On va écouter Emmanuel Macron. Il s'est exprimé il y a quelques instants à propos de la crise ukrainienne. Il affirme qu'il va parler au président Biden. Il n'exclut pas d'aller lui-même en Russie. La priorité pour moi sur la question ukrainienne et le dialogue avec la Russie est une désescalade. Et c'est de trouver les termes politiques d'une sortie de crise qui passe par capacité à avancer sur la base des accords de Minsk sur la situation ukrainienne avec la Russie, mais aussi de reprendre un dialogue exigeant qui suppose des avancées de part et d'autre pour éviter
l'escalade de tensions sur notre sol. Je suis très préoccupé, évidemment, de la situation sur le terrain. J'ai multiplié les échanges ces derniers jours avec mes homologues européens, avec le président Poutine à plusieurs reprises et le président Zelensky. Et je serai amené dans les prochaines heures à m'entretenir avec le président Biden. En tout cas, nous sommes en train d'essayer de trouver un horaire commun. Voilà, donc il va se rendre à Moscou, il va refaire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2008, au moment de la crise entre la Géorgie et la Russie. Oui, il va sûrement aller à Moscou, sûrement aller en Ukraine aussi. Il joue à fond la carte internationale. Il est le président de l'Europe aujourd'hui. Il peut se le permettre. Et puis, il occupe l'espace. On le voit aussi, bien sûr, pour des raisons de politique intérieure, parce que ça marque. Ça donne le sentiment que c'est un homme d'État, parce que c'est un homme d'État. Après, il y a des crises internationales qui existent. Hier, il faisait une cérémonie sur les chrétiens d'Orient, et donc il y a aussi toujours le problème entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc il y a des situations de conflit. Là aussi, il veut régler le problème. Il faut. D'abord parce que la France est coprésidente du groupe de Minsk. Également là-bas, la Russie est impliquée, la Turquie, donc ce sont des zones de conflit très très fortes, et il a un rôle à jouer, et il va le jouer à fond pour cette période. Un peu notre Bruce Willis, qui sauve le monde en permanence. On espère le résultat, mais aujourd'hui, en tout cas, il a joué cette carte. Et c'est son rôle, et je pense qu'il va bien le faire, et effectivement trouver. C'est vrai que la situation est grave, les États-Unis veulent envoyer 3000 hommes supplémentaires en Europe de l'Est, il faut calmer le jeu. Il faut espérer que ce soit une plus grande réussite qu'au Mali. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, compte tenu de la situation au Mali et avec les mercenaires de Wagner, on a l'impression quand même que c'est beaucoup d'agitation pour cacher se camoufler pour la France. Voilà, l'expulsion d'ambassadeurs français au Mali. La France, en matière de lutte contre le terrorisme, on dit mais en réalité c'est une réussite. Ça n'a pas l'air une réussite parce que la preuve en est, on va devoir se retirer. Donc de se dire qu'on va projeter 1000 hommes en Roumanie pour faire un face-à-face avec la Russie, moi, je vous avoue que les bras m'en tombent. Voilà. Mais en même temps, on peut noter que depuis la semaine dernière, on en parlait, son discours a quand même changé au président. Donc là, il est pour la désescalade, alors que quand il avait fait sa conférence de presse avec le chancelier... Il parlait de riposte. Voilà, riposte très forte, c'est faire. Et là, maintenant, on est dans la désescalade. Il n'y aura pas de riposte. Non mais avec 100 000 hommes d'un côté, 15 000 de l'autre. Et les autres qui se sont fait battre au Mali, là j'ai des doutes quand même. Il faut quand même. Donc ça quand même, moi ça me. On est en pleine campagne électorale. Vous avez parlé précédemment de Marseille et de se dire qu'on n'arrive même pas à ramasser des poubelles et que sur des questions environnementales. Et il devait se déplacer à Marseille, il n'y va pas. Alors il fera tout par visio, mais par contre, il va aller à Moscou régler le problème ukrainien. Donc je trouve qu'il y a une espèce. Conseil. Isabelle Saporta, il a dit qu'il serait candidat lorsque le pic de l'épidémie serait passé et lorsque le pic de la crise géopolitique serait passé. Ça fait beaucoup de pics. Ça fait beaucoup de pics. Donc, moi, ça veut dire qu'on va pas avoir de candidature. La grande défendresse de Macron ce soir, c'est comme quoi tout arrive, vous voyez. Je vous trouve un peu dur, Jeannette Bougrave, sur l'histoire du Mali, parce que de fait, si vous voulez, l'histoire du Mali, sur le fond, il a raison, c'est plutôt une réussite. Si vous voulez, sur le fond, on a plutôt décapité, enfin, le terme est mal choisi, enfin, en tout cas, on a coupé court à l'islamisme, c'est plutôt une réussite, effectivement. Par contre, on se fait jeter comme des gueux, mais sur le fond, l'action a plutôt bien fonctionné. Par contre, vous avez raison, à partir du moment, et ça, c'est le drame de la société actuelle, où tu perds sur l'image, tu perds sur tout. Mais l'action, elle n'a pas été inefficace. On ne peut pas dire sur l'islamisme que la bataille est absolument. Il y a des villages qui sont encore brûlés. On va peut-être quitter le Mali. Terminez, pardonnez-moi. Non, mais allez-y. On va peut-être quitter le Mali, on ne quittera peut-être pas le Sahel. C'est ça. On se déplacera, quoi. C'est ça. Mais oui, mais c'est quand même. Là où des gens ont envie de nous pour qu'on les aide. C'est quand même important. Et on sait bien maintenant que quand on s'en va complètement, c'est une catastrophe. Donc on ne peut plus le faire. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc bref. Donc je serais moins dur que vous là-dessus. Mais enfin, c'est vrai qu'on se fait quand même, on se prend un coup de pied dans le cul pour partir. Donc c'est vrai que c'est pas très agréable. On va pas se mentir. Vous avez raison, Laurence Ferrari. Là où on retrouve le président Macron dans toute sa force et dans toute sa force de candidat, c'est qu'effectivement, il a dit je serai en fait candidat quand j'aurai vaincu, en fait, quand j'aurai doublement vaincu, quand j'aurai vaincu l'épidémie et quand j'aurai vaincu sur le front effectivement de l'Ukraine et de la Russie. Donc c'est remarquable en fait, parce que au fond les autres sont là. Donc vous allez rappeler que je suis la campagne de Yannick Jadot, donc je le fais moi-même. Vous le faites très bien vous-même. Je le fais bien maintenant, j'ai bien intériorisé. Vous le faites toute seule. Super bien. Je fais mes claquettes toute seule. C'est que effectivement les autres, ils ont beau se dépatouiller à faire tous les grands oraux, effectivement pour la droite avec les policiers, pour la gauche avec le logement, ils sont inaudibles, tous autant qu'ils sont quasiment, et on n'entend que le candidat président qui n'est pas encore candidat, mais qui est tellement candidat. Donc c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est aux manettes, il est bon.
on ne va pas dire le contraire, et il fait déjà campagne. Donc voilà. Je suis d'accord sur ce point-là avec Isabelle. Il est au-dessus des autres candidats. Il y a pas de problème. La seule chose que je n'aime pas, en fait, c'est que c'est un peu l'arrogance française sur la scène internationale. On arrive un peu, parce qu'en réalité, le dialogue se fait directement entre Poutine et Biden. Biden qui est plutôt un échec sur un certain nombre de questions internationales. Et on arrive un peu comme ça. Donc, je me dis, moi, ça me gêne. Il a toujours fait. Le seul problème, là où quelque part, à la fois, il est très bon et il a un peu de chance. Les deux sont parfois plus que compatibles. Poutine a besoin de nous. Parce que les Américains le testent partout. Ils essaient de mettre des coins partout pour que les Russes réagissent. Or, les Russes ne sont pas aussi forts que cela, y compris au niveau militaire. Ils sont en Arménie, il y a plus de 4000 soldats, ils sont allés en Syrie, ils sont allés en Ukraine. Et il y a un moment, le pari des Américains, c'est de dire qu'ils ne pourront pas tenir partout. Bon. Et là, Poutine a besoin d'alliés pour dire mais il faut qu'on baisse la pression, parce qu'il ne pourra pas tenir Poutine comme ça. Il pourra pas être sur tous les fronts. Et là, il a été tout seul, pardonnez-moi, on ne lui a pas demandé de mettre 100 000 hommes à quand on dit l'Ukraine va rentrer, il est obligé d'y aller, donc on le pousse. L'Ukraine va rentrer dans l'OTAN. On le pousse à réagir. Bon, et donc à partir de là, il a besoin d'alliés. Et aujourd'hui, l'allié, c'est Emmanuel Macron qui est président du Conseil de l'Europe, et donc du Conseil de l'Europe, oui. Et donc, il est obligé, il peut avec lui. Et on a plusieurs discussions avec lui. Hein. Il y a ce qui se passe au Mali, parce qu'au Mali, autour du gouvernement malien, il y a quand même les Russes qui sont là. Donc, il y a les relations avec les Turcs en Azerbaïdjan. Il y a plein de lieux où aujourd'hui, un deal entre Poutine et Macron peut servir Poutine. Et il pourrait y avoir un accord France-Allemagne pour discuter avec Poutine ou pas ? Oui, parce que quelque part, les Allemands peuvent aussi jouer ce rôle-là. Et donc, il y a un axe européen franco-allemand qui peut jouer un rôle aujourd'hui. Et je pense que, pour une fois, Poutine en a besoin. L'axe allemand, parce que Angela Merkel avait des relations particulières avec Vladimir Poutine. Poutine est totalement bilingue en allemand, il lui parle en allemand. Donc, et elle l'a appelé alors qu'elle avait quitté le gouvernement pour apaiser les choses. Et la France a des intérêts différents avec l'Allemagne. L'Allemagne a des intérêts énergétiques avec la Russie. La seule chose, moi, ce que je trouve, il ne faut pas mentir aux gens, parce que de dire que Emmanuel Macron va résoudre le problème en Ukraine, c'est une erreur. L'Ukraine a inscrit dans sa constitution le fait de rentrer dans l'OTAN. La Russie n'acceptera jamais qu'il y ait des missiles de l'OTAN à sa frontière. Est-ce que la France accepterait, soyons réalistes, que à la frontière, je ne sais pas, de l'Espagne, en même temps, c'est totalement, c'est de la politique fiction, on ait des missiles de je ne sais quel. Mais pourquoi en mettre devant les Russes ? Donc le rôle de Macron, c'est peut-être du président Macron, c'est peut-être de dire aussi à Biden. C'est un peu compliqué. Et à l'OTAN de dire on arrête. Oui, mais comment c'est inscrit dans la Constitution ? C'est inscrit dans les textes de l'Ukraine. Donc comment voulez-vous porter ? Et je rappelle. Mais on peut peut-être aussi expliquer aux Ukrainiens que parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ce qu'il faut. Le message que fait passer Poutine, c'est de dire ne venez pas me chercher sur mes zones d'influence. Mais il a raison. Mais quel est l'accepterait ? Les États-Unis, vous pensez que si le Mexique mettait des missiles à la frontière russe, vous souvenez-vous de la baie des cochons avec. Revenir à Cuba. Oui, souvenez-vous de la baie des cochons. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une simplification, et la difficulté du président de la République, c'est de pas dire tout ça aux Français. Moi, ça me gêne de dire alors je vais décider, nous avons un coup de fil, c'est super. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une période de campagne électorale aussi, bien sûr. Et donc il donne le sentiment aux Français qu'il est capable de s'occuper des problèmes et de les régler. Alors peut-être à très court terme, c'est peut-être de la base politique, d'accord, mais pour l'instant, par rapport à d'autres qui aujourd'hui, c'est pas son genre de faire de la base. Voilà. Lui, il sort avec tous les ministres de l'intérieur européen sur le perron de la mairie de Tourcoing. Ça de la gueule, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Non, et puis derrière, les autres, ils ont du mal à ramer. Justement, dans les sondages, et on a le sondage interactif pour Challenge qui a été rendu public aujourd'hui, il surnage. Je veux dire, il survole. Il surnage pas, il survole. Il est à 24% au premier tour. Il gagne dans tous les cas de figure au second tour. Il n'y a personne qui aujourd'hui. Et il n'est pas candidat. Alors, vous pensez qu'il peut, quand l'entrée dans l'atmosphère peut le faire baisser ? Moi, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas envie d'être candidat tout de suite non plus. Donc, je pense qu'effectivement, pour le moment, il n'est pas candidat. On va voir s'il rentre, si en tant que candidat, il rentre aussi haut. Moi, je suis quand même étonnée qu'il soit si haut que ça. Moi, je pense que notre président est surcoté. Je pense qu'Éric Zemmour est sous-coté. Je pense qu'on va avoir des surprises encore là avec les sondages. Et voilà. 24% pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen derrière 17%, Valérie Pécresse 15%.
Éric Zemmour 14%, Jean-Luc Mélenchon 11%. Il y a quand même un vrai enjeu à droite. Bien sûr. Là, c'est vraiment le deuxième tour. Enfin, là, on voit que les électeurs de droite vont avoir un vrai enjeu. C'est-à-dire que c'est vraiment dans un mouchoir de poche, tout ça. Les trois sont Entre Zemmour, Pécresse et Le Pen, enfin, je veux dire, pour l'électeur de droite, il y a un vrai suspense. Non, mais c'est vrai que Isabelle a tout à fait raison. C'est que c'est très difficile pour les candidats. Ils font des débats à la télé, ça c'est vrai. Sans Macron qui veut pas faire des débats, il n'en fera pas. Et il n'en fera C'est pas. Mitterrand 88. Oui, tout à fait. Mais vous connaissez beaucoup de présidents en exercice qui se sont pliés à l'exercice des débats? Non. Je crois pas que Sarkozy l'ait fait non plus. Sarkozy, Hollande. Ils vont crier en disant c'est pas gentil et c'est pas bien, Mais il est méchant, mais il le fera pas. Et Hollande n'a il pas eu à le continuera faire. à faire le président alors qu'eux seront en campagne à essayer de discuter entre eux. Quoi. C'est ingrat, hein. Ah, c'est la dure réalité des choses parfois. On va faire une petite pause, on va se retrouver dans un instant. On va évoquer le grand oral qui a eu lieu devant les policiers. On parlera aussi du mal logement, parce qu'il y avait vraiment une scission entre la droite qui parlait aux policiers et la gauche qui parlait à la Fondation Abbé Pierre. Néanmoins, on entendra ce qu'a dit Valérie Pécresse et Éric Zemmour sur les policiers. À tout de suite.